Restons plus que jamais, mesdames, messieurs, sur le terrain et le propos qui va suivre sera une parfaite illustration, je crois, de la nécessaire adaptation de tous nos outils, y compris juridiques, en matière de bien-être au travail. Au cœur du débat, la digitalisation qui révolutionne nos modes de fonctionnement. Mais avec quelle jurisprudence? C'est une question. Pour qu'il nous indique les points de repère les plus pertinents, je vais avoir le grand plaisir d'inviter sur scène Maître Xavier Yokoum, qui s'avance déjà et qu'on encourage, bien sûr. Bonjour Maître. Bonjour Guy, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Super. Merci de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Nous, on est content de vous avoir avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Metz. Alors, je tiens à souligner le rôle important que vous jouez auprès du fonds de dotation. Merci, un grand merci, sans mauvais jeu de mots, pour la qualité de ce travail partenarial qui témoigne aussi quelque part de l'esprit dans lequel se passe notre événement, la coopération. Alors, Maître Yokoum, digitalisation et bien-être au travail semble être devenu un sujet, peut-être même une préoccupation. Et pour cause, télétravail, travail en mode collaboratif, transversalité, accélération, autant de mots-clés et de preuves tangibles d'une digitalisation devenue indissociable de nos modes de travail, je dirais même de nos modes de vie, tout simplement. Pour qu'elle ne remette pas en question le bien-être, il est essentiel que la digitalisation allie deux conditions: apporter une réelle valeur ajoutée et ne pas compromettre les acquis fondamentaux pour les salariés. Ces derniers doivent pouvoir être protégés. Alors, comment les grandes transformations du travail, notamment tous les aspects de la transformation digitale, vont-ils impacter le bien-être? Que faut-il mettre en œuvre au sein des organisations pour mieux prévenir les risques humains et juridiques? Et comment le droit s'adapte-t-il à ces nouveaux paradigmes? Que nous dit la jurisprudence en la matière? Nous avions besoin de votre expertise, Maître, pour répondre à ces questions et bien d'autres. Merci infiniment. Merci Guy pour cette présentation très complète du propos qui va être le mien. J'ai proposé pour réfléchir cet après-midi trois thématiques. La thématique des rapports entre employeurs et salariés dans le cadre du télétravail. Une deuxième thématique sur les rapports entre sécurité au travail et travail en dehors du lieu de travail. Donc la question finalement des accidents de travail domestiques, ce qui peut paraître un paradoxe, mais ce qui est un sujet de réflexion qui monte. Et enfin, un troisième sujet un peu plus général sur la question de se dire, on connaissait la théorie de Schumpeter, fameux économiste de la moitié du XXe siècle, sur la destruction créatrice. On détruit du travail, mais par l'innovation technologique, on en recrée par ailleurs. Quelles sont les garanties du droit par rapport à cette destruction créatrice? Et de se poser la question qui est en lien avec les thématiques qu'on a développées tout au long de la journée, et particulièrement un sujet qui est montant et qui est prégnant, celui de l'intelligence artificielle. Et de se poser la question, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on est encore dans la destruction créatrice, ou on n'est pas simplement dans une destruction nette, une destruction, disparition du travailleur? Alors, je ne sais pas comment marche le gros bouton vert. Voilà, vous voyez, les juristes, on n'est pas très techno. Mais non. Le droit arrive toujours après la technologie, et c'est aussi un des problèmes de cette matière. Donc le premier sujet, c'est de dire salarié en télétravail égale salarié surveillé. Effectivement, on peut se dire l'espace qui est gagné en dehors du lieu de travail par le salarié est peut-être un espace où on travaille en liberté et où les obligations réciproques entre salariés et employeurs sont relâchées. Eh bien, c'est une idée qui est fausse. Les salariés et le salarié en télétravail n'est pas un salarié hors de contrôle. Des jurisprudences assez récentes de la Cour de cassation et de cours d'appel viennent le rappeler. Dans ce premier exemple que je donne, d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2002, la Cour de cassation est venue dire que, à l'occasion d'une réclamation de la famille d'un salarié qui se plaignait du fait que celui-ci ait régulièrement, alors qu'il était en télétravail, dépassé la quotité légale hebdomadaire de travail autorisée par la loi, est venue, suite à la disparition de celui-ci, réclamer à l'employeur des dommages et intérêts. À cette occasion, la Cour de cassation a indiqué que, nonobstant le fait que le salarié n'était pas sous le contrôle de l'employeur physique, eh bien, il y avait une obligation
pour l'employeur de veiller au temps de repos des salariés lorsqu'ils sont chez eux. Donc on voit que finalement, et d'une manière qui est presque paradoxale, c'est à l'occasion de réclamations de salariés qui sont plutôt, on pourrait le penser, en autonomie chez eux, que vient la jurisprudence imposer à l'employeur une obligation de surveillance de ses salariés, pour se prémunir contre les dépassements de ce qui pourrait être les durées maximum de travail par les salariés eux-mêmes en dehors de tout ordre de l'employeur, alors qu'ils sont libres de veiller au temps de repos hebdomadaire. Et ça nous rapproche de situations que l'on connaît et que l'on peut rencontrer. On en rencontre, je pense, chez les médecins du travail, on en rencontre chez les psychologues du travail, on en rencontre chez les avocats, de personnes qui, en télétravail, s'astreignent à des tâches écrasantes et finalement ne quittent pas de la journée leur outil de travail qui est leur ordinateur et perdent finalement les limites de l'encadrement social parce qu'ils sont tout seuls et dans une situation de relatif isolement et qui amènent des cycles de travail qui ne sont pas les cycles de travail qui sont ceux de l'entreprise. Et là-dessus, la jurisprudence vient dire, nonobstant que le salarié ne soit pas dans l'entreprise, l'employeur doit, c'est son obligation fondamentale, veiller au respect de ces cycles et au respect des durées maximum légales. Dans une espèce un peu similaire, on a là un arrêt de cour d'appel, récent aussi, à l'occasion du télétravail. Et la cour d'appel dit, et c'est l'attendu suivant, il convient de rappeler que le télétravail ne dispense pas l'employeur de ses obligations en matière de décompte des horaires hebdomadaires de travail. Qu'au contraire, le contrat de travail, en l'espèce, prévoyait un système permettant à l'employeur de décompter les heures et d'assurer le contrôle effectif des heures effectuées par le salarié. Donc, une fois encore, on a la jurisprudence qui vient imposer à l'employeur, peut-être contre des dépassements qui sont faits par le salarié, une obligation de surveillance assez précise, parce que si l'employeur ne veille pas au respect de ses limites, il y a la possibilité qu'on vienne lui reprocher de ne pas l'avoir fait et de solliciter des indemnisations et de créer des contentieux. Donc, on le voit, travail avec des outils numériques, travail digital, travail à la maison, travail en dehors de l'entreprise, n'exonère pas l'employeur de son obligation de surveiller le salarié pour que soient respectées les dispositions du Code du travail qui sont protectrices des droits des salariés. Ce n'est pas une surveillance qui a une vocation disciplinaire, c'est une surveillance qui est imposée par la jurisprudence pour que le droit du travail soit respecté en dehors du lieu de travail. Et ça, il faut le souligner. Se pose la question dès lors de quels sont les moyens et les limites de la surveillance. Alors, les moyens de la surveillance, aujourd'hui, ils peuvent être extrêmement serrés. On peut imaginer que l'employeur est accès permanent à la boîte mail, on peut imaginer qu'il y ait des dispositifs de surveillance des écrans et des ordinateurs pour voir s'ils sont en permanence allumés ou pas, les keyloggers. On peut imaginer par l'intermédiaire des caméras sur les ordinateurs de la vidéosurveillance ou du traçage informatique permanent. Donc on voit que la technologie digitale donne à l'employeur, d'ailleurs que les salariés soient ou non sur le lieu de travail, des moyens de surveillance de ce qu'ils font au travers de la surveillance des outils numériques et digitaux qui sont mis à leur disposition. Que dit le droit face à cela ? Le droit déjà impose, par rapport à ces systèmes de surveillance, qu'il y ait du dialogue social autour de la question et que les systèmes de surveillance qui sont mis en place dans une entreprise soient discutés avec les instances de représentation collective, et c'est bien le minimum, pour qu'un consensus puisse se dégager.
Ensuite, l'employeur doit être loyal vis-à-vis des salariés dans la surveillance qu'il leur impose. Donc, les salariés doivent être informés des moyens de surveillance qui vont être mis en place par l'employeur pour accompagner cette surveillance digitale. Cette information et ce contrôle doivent intervenir en respect de textes et de recommandations qui sont à la fois les textes du RGPD, c'est-à-dire que les données qui sont... Le principe fondamental du RGPD, c'est que les données qui sont collectées par l'employeur à l'occasion de cette surveillance ont une finalité bien précise et le traitement de ces données ne doit pas dépasser la finalité pour laquelle elles sont collectées. Si on surveille un salarié en télétravail chez lui, le RGPD impose que le traitement de ces données soit lié au contrôle de l'activité du temps de travail et, à l'inverse, ne soit pas lié à l'activité du temps de contrôle du salarié. Parce qu'on pourrait imaginer que l'envers du décor soit finalement un contrôle généralisé. Donc il faut respecter la destination du traitement. Et un texte ou des recommandations topiques mises par la CNIL dans une recommandation qui date en l'occurrence du 12 novembre 2020, qui rappelle que le système de contrôle du temps de travail ou d'activité doit avoir un objectif défini, ne pas être utilisé à d'autres fins et être proportionné et adéquat à cet objectif. Donc il y a un rapport de proportionnalité entre la surveillance et le but pour lequel elle est mise en place. Et cette recommandation indique que la surveillance constante du salarié au moyen de dispositifs de vidéo ou audio est quelque chose qui est disproportionné, c'est attentatoire à une forme quand même de liberté d'organisation de son travail qu'on doit avoir, que le partage permanent de l'écran ou l'utilisation de keyloggers, des espions de l'activité numérique, ne sont pas recommandés non plus, ou encore que l'obligation pour le salarié d'effectuer des actions avec sa souris ou son clavier pour montrer sa présence derrière son écran ne sont pas non plus des actions qui sont recommandées et qui ne sont même pas du tout recommandées par la CNIL. Et on peut imaginer d'ailleurs, puisqu'on parle ici de bien-être et de qualité de vie au travail, qu'une surveillance qui ne serait pas proportionnée ferait peser sur le salarié des situations stressantes, des situations peut-être potentiellement anxiogènes, qui auraient vocation, si elles venaient devant les juridictions, à être considérées comme disproportionnées, puisque les juges effectuent un contrôle de proportionnalité des mesures de surveillance qui sont mises en place, et que ça serait potentiellement jugé contraire aux droits fondamentaux des salariés. Voilà ce que je pouvais dire sur l'obligation de surveillance et en même temps les limites dans lesquelles doivent s'inscrire cette surveillance qui ne peut pas être permanente, absolue et disproportionnée. Donc il y a tout un ensemble d'équilibres assez subtils à trouver. Ensuite, deuxième thématique que j'avais dit que j'aborderais sur la délocalisation du travail à raison du développement de la digitalisation, c'est la création d'une notion qui est finalement nouvelle. Et il y a aussi parfois effectivement des innovations en droit. C'est la création de l'accident du travail domestique, j'ai appelé ça. Parce que, effectivement, jusqu'à récemment, il y avait une dissociation claire entre le lieu du privé, le lieu du domestique et le lieu du travail, et les frontières se troublent. Ce qui a justifié l'introduction dans le Code du travail d'un article 1222.9 qui étend la protection contre les accidents de travail aux salariés en télétravail. Le texte est le suivant, il est très clair. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens du droit général du Code de la sécurité sociale. Ce qui amène quand même à se poser deux questions pour la jurisprudence. C'est l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail.
Alors, comment est-ce qu'on définit juridiquement et d'une manière stricte le lieu où est exercé le télétravail? Et pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Ça veut dire quoi, l'exercice de l'activité professionnelle? Si on est un salarié en télétravail et qu'on est en train de se faire un expresso dans sa cuisine, est-ce que c'est le lieu du télétravail? Est-ce qu'on est dans l'exercice du travail? Si on télétravaille dans son lit et qu'on chute, est-ce que c'était le lieu où devait s'exercer le télétravail avec son ordinateur portable? Ce sont des questions qui peuvent paraître théoriques, mais qui sont des questions très concrètes, comme on le verra après. Comme on le verra après, parce que j'ai essayé de chercher des jurisprudences. Alors j'accélère un peu, parce que le temps est quand même compté, mais en matière de jurisprudence, eh bien, j'ai trouvé dans les autres pays européens des décisions dans des situations sur lesquelles les juridictions françaises ne sont pas encore forcément prononcées. Alors, je voudrais revenir en arrière. Je demande à Guy comment on fait. Ici. Le rouge. Voilà. OK. Alors, 2 jurisprudences de nos voisins allemands. Première jurisprudence. Et comme ça, on rentre dans la casuistique et on voit que les tribunaux ne sont pas forcément d'accord entre eux, ou on voit quel est le type de situation qui peut survenir et qui sont quand même problématiques. C'est une décision du tribunal social régional de Munich, 12 mai 2021. De quoi s'agit-il? Un salarié est en télétravail et il fait froid chez lui. Donc il se dit, j'ai pas des bonnes conditions pour exercer mon activité aujourd'hui. Donc il descend dans sa cave et il booste un peu sa chaudière. Et la chaudière explose. Bam. Il se dit, finalement, j'étais chez moi, c'est le lieu de mon télétravail, j'étais en train de travailler, j'avais froid, donc ça a quand même un rapport avec le travail, mais ma chaudière a explosé. Alors, qu'est-ce qu'il fait le salarié? Eh bien, il se dit, moi, je vais essayer de faire reconnaître ça comme un accident du travail par les juridictions allemandes. Première instance, deuxième instance, et finalement, le tribunal social régional de Munich, qui finalement est aligné sur l'ensemble des juridictions de première instance, vient dire la chose suivante. Et on voit là la limite de l'exercice de la responsabilité entre domaine privé et domaine du travail, bien qu'on soit en télétravail. Les juges allemands disent il ne serait pas approprié de fonder une obligation de responsabilité de la défenderesse, donc la société employeur, d'un danger spécifique au domicile du demandeur, alors que celle-ci n'avait de fait aucune possibilité d'intervenir par des mesures préventives, d'autant plus que dans le cas concret, l'installation de chauffage ne faisait même pas partie du poste de travail du demandeur. Donc là, on entre quand même dans des casuistiques assez précises, parce que si on lit ce jugement à contrario, on se dit que si peut-être il avait déclaré travailler à côté de sa chaudière, il aurait fallu que l'employeur vienne vérifier si elle était opérationnelle ou pas. Toutes les interprétations sont possibles quand même en droit. En tout cas, là, la responsabilité a été exclue parce que la chaudière n'était pas le bureau et parce qu'elle était éminemment de la sphère privée, alors que la thèse du salarié était de dire « mais si j'ai été bricolé dans ma chaudière le jour-là, c'est quand même parce que j'étais en situation de travail à domicile. Si j'avais été dans l'entreprise, la chaudière aurait explosé, mais j'aurais pas pris l'explosion dans la figure. » Donc vous voyez un peu les difficultés que ça peut poser. Autre cas de jurisprudence, toujours en Allemagne. La justice allemande est beaucoup plus rapide, entre parenthèses, que la justice française. Il y a plus de juges, donc on a des jurisprudences récentes. En France, entre un phénomène sociétal et une décision de justice, il faut parfois attendre de 5 à 10 ans. Donc, ici en Allemagne, un travailleur qui était à domicile, lui, il se rend de sa chambre à son poste de travail qui est situé un étage en dessous pour commencer sa journée de travail. Donc, il se lève, il va dans son bureau qui est en dessous, il descend l'escalier en colimaçon, il glisse et il se casse une vertèbre. Et là, on a des jurisprudences qui sont un petit peu contrastées parce que s'adresse le salarié à la première instance allemande et qui dit bien l'accident n'a pas de lien avec le travail puisque la chute s'est produite dans la sphère d'activité domestique puisqu'il n'était pas encore arrivé dans son bureau, il était dans les escaliers et il ne s'est pas produit dans la pièce de la maison utilisée comme bureau à distance et ce n'était pas pendant le temps de travail parce qu'il se rendait seulement dans cette pièce. Ensuite, le salarié n'est pas d'accord. Il porte l'affaire devant le tribunal social d'Aix-la-Chapelle qui reconnaît, lui, la nature professionnelle de l'accident et classifie comme un accident de trajet d'entreprise. Donc là, il dit, si vous vous déplacez à l'intérieur de chez vous d'une pièce à l'autre
il invente finalement une notion qu'on ne connaissait pas encore vraiment, en tous les cas qui n'existe pas dans le droit français, ça c'est sûr, la notion de trajet d'entreprise, c'est-à-dire on translate à l'intérieur d'un espace qui est considéré comme étant celui du travail pour les besoins de cette cause. Et en appel, le tribunal social d'État de Rhénanie-Westphalie, il annule le jugement de première instance, donc on voit que ce n'est pas si facile. Il estime que les critères de l'accident du travail ne sont pas remplis parce que lui, il dit c'est un accident de trajet entre le lieu du travail et ce n'est pas un accident de trajet opérationnel. Il s'agit d'un acte préparatoire à la journée de travail et non couvert par l'assurance accident légal. Donc à l'intérieur d'un même espace et les deux pièces étant rapprochées, le troisième tribunal vient dire ah ben non, c'est finalement un accident comme si on se rendait au travail et ça ne rentre pas dans la définition allemande des accidents du travail. En France, il y a quand même la notion d'accident de trajet. Et enfin, ça va jusqu'au tribunal social fédéral qui fixe une jurisprudence donc, de 2018 et il dit l'accident était bien un accident du travail. Il s'agit d'un accident survenu pendant un trajet d'entreprise, un trajet ayant ainsi une finalité professionnelle. Donc on voit un peu les principes et la casuistique jurisprudentielle qui est un peu plus contrastée et un peu plus difficile. Et ça pose la question générale de se dire comment est assurée la protection sociale finalement des salariés qui sont en télétravail. Du coup, ça suscite une réflexion à une échelle qui est l'échelle européenne. Et une directive européenne aujourd'hui est en cours de préparation. Les négociations entre les États membres pour en discuter les termes et les obligations subséquentes qui en découleront pour les États membres ont commencé en 2022 parce que c'est un sujet émergent. Un petit complément de réflexion, celui de la faute inexcusable, parce que pour autant qu'un accident soit considéré comme un accident du travail, il peut aussi s'agir, pour obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices des salariés, de mettre en œuvre une notion qui en droit français s'appelle la notion de faute inexcusable. Qu'en est-il ? La faute inexcusable, c'est la faute que commet l'employeur qui ne satisfait pas à son obligation de sécurité alors qu'il aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé un salarié et aurait dû prendre les mesures adéquates pour pouvoir l'éviter. Et on pose ici la problématique suivante, c'est l'obligation d'assurer la sécurité des salariés implique que soient pris en compte les risques liés aux conditions du travail. Alors, si on a un salarié qui est trop longtemps en télétravail, qui est en isolement et qui finalement attrape des maladies psychiques à raison d'un burn-out lié à un isolement socio-professionnel, on peut penser là qu'il y a vraiment un levier de responsabilité de l'entreprise sur la qualité de vie au travail parce que c'est des choses qu'on connaît et qu'on peut prévenir. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accident est lié à une dangerosité qui est liée à l'environnement de travail du salarié, dans lequel, par définition, parce que c'est la vie privée, l'employeur ne peut pas pénétrer, on se trouve face, à mon sens, bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence, à une impossibilité de pouvoir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, parce qu'il est impossible, très clairement, de prendre en compte l'environnement familialo, socio, économico, personnel, en tous les cas d'une personne dans sa globalité, pour prendre des mesures visant à pallier l'existence de tout risque possible. Ensuite, et ce sera le dernier chapitre, c'est peut-être un peu long, Guy, mais je vais accélérer dans la dernière ligne droite, de la thématique que je voulais appeler de la destruction créatrice à la destruction disparition et qui rejoindra ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Donc, destruction créatrice, destruction, disparition, Schumpeter, voilà, un travail est détruit grâce à l'innovation technologique, et on est bien là sur le numérique, on est bien là sur l'intelligence artificielle. Eh bien, un travail est détruit, un autre travail est recréé. Et c'est comme ça que se créent les cycles de production économique et qu'avance le capitalisme depuis la phase industrielle. Et puis, Einstein, comme référence, qui à un moment donné vient dire l'intelligence artificielle, elle se développe tellement que peut-être à un moment donné, ça serait la fin théorique de la domination du genre humain,
sur ses propres capacités de production, si on a une intelligence artificielle qui arrive à produire des choses d'une manière autonome. Alors la question, intelligence artificielle va-t-elle pas modifier seulement le travail, mais dans une certaine mesure, remplacer l'être humain au travail, laissant des salariés sans voix et sans droit? Et particulièrement, dans le domaine qui est le mien, celui du droit, on prévoit dans les années à venir, ça fera plaisir aux gens, la suppression des avocats remplacés par des machines qui arriveront à mouliner les données jurisprudentielles. Alors je ne sais pas, c'est ce qui est dit, c'est peut-être un peu catastrophiste et j'ai tendance à pas trop le croire non plus. Mais en tous les cas, c'est des thématiques qui émergent. Toujours est-il que par rapport à ce phénomène de destruction créatrice, aujourd'hui le droit est équipé, en ce sens que le Code du travail pose une obligation qui fait partie, je pense, de la qualité de vie au travail, qui est une obligation pour l'employeur d'accompagner le salarié. C'est l'article 63-21-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment, dit le texte, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Donc, il y a une obligation pour l'employeur d'accompagner tout au long de sa carrière le salarié par des formations adéquates qui lui permettent de s'adapter à cette destruction créatrice quelque part et de garder une main dans l'entreprise, de garder un emploi parce qu'il s'adapte aux nouvelles méthodologies, aux nouvelles technologies de production. On retrouve cette notion en matière de licenciement économique puisque la Cour de cassation dit clairement qu'un licenciement économique peut être consécutif à des difficultés économiques, effectivement, mais ce qu'on sait moins aussi à des mutations technologiques. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation de pouvoir se séparer de certains salariés dans des situations où, alors que les difficultés économiques ne sont pas encore avérées, on anticipe une évolution technologique qui va amener une perte concurrentielle si on ne licencie pas les personnes. Et là, ça autorise effectivement à faire des plans sociaux à la condition, il y a toujours des garde-fous que met le droit vis-à-vis des salariés, à la condition que l'employeur justifie d'avoir tenté d'adapter les salariés aux évolutions technologiques. Et j'ai cité là dans ce slide, l'informatisation de l'entreprise peut constituer une mutation technologique justifiant un licenciement économique, peu importe l'existence de difficultés économiques par ailleurs. Donc, on le voit, la technologie justifie ce qui est quand même la condition sine qua non de la qualité de vie au travail, c'est d'avoir un travail. Et le droit pose des garde-fous en disant oui, c'est possible, mais vous devez tenter d'adapter les salariés aux évolutions. Qu'en est-il ? Et ça serait finalement la destruction, disparition. Qu'en est-il et ça, c'est une question totalement ouverte, comme la conclusion d'une dissertation, de dire... on voit des études, on en a une récente, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure, de Goldman Sachs qui dit qu'il y aura 300 000 suppressions d'emplois liées à la potentielle utilisation généralisée de l'intelligence artificielle. Et là, on parle de suppression d'emplois nets. Donc, on n'est plus dans la destruction-création, on est dans la destruction-disparition. Et se pose la question vis-à-vis du droit, qui est un outil de régulation sociale, de se dire, à ce moment-là, si ce n'est pas une évolution mais un remplacement, comment on adapte les personnes à cette évolution, puisque la notion d'adaptabilité ne serait plus opérationnelle dès lors que la substitution pure et simple apparaîtrait plus performante. Question. Et dans cette hypothèse, les garde-fous pour les salariés restent à inventer. C'est la prospective aussi qu'on essaie de faire aujourd'hui, reste à inventer par le droit, qui, souhaitons-le, saura tenir son rôle de régulateur social, à moins qu'il soit lui-même généré par une intelligence artificielle. C'est ça la conclusion. Point d'interrogation. Cependant, de dire quand même sur l'intelligence artificielle que je trouve que, et je rejoins ce qu'a dit ce matin la lieutenant-colonel de gendarmerie, dont l'intervention était très pertinente et intéressante, l'intelligence artificielle, le droit la pense comme une modalité d'accompagnement à la prise de décision, et la tendance sans doute de la réflexion européenne en ce domaine à l'heure actuelle, c'est de dire on la développe parce qu'il ne faut pas rater ce virage technologique, mais on fait en sorte que, in fine, il y ait quand même un contrôle humain.
On verra Voilà. si on y arrive. Merci. Maître Xavier Yokoum, toujours aussi pédagogique. Merci pour cette magistrale présentation, une belle contribution à nos travaux. Merci pour toutes ces références qui seront jointes à l'ensemble documentaire qui sera envoyé à nos participants. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci à vous et bon après-midi à tous. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, maître.